Hey girls, on en avait marre de voir du contenu de vulgarisation sur les NFT qui commençait par Hello Beau. Du coup, on a décidé de tout simplement créer le nôtre. Moi, c'est Annelise et je suis la fondatrice de Art Girls, un projet qui soutient les femmes dans le monde de l'art et depuis janvier 2022 dans le Web3. Et moi, c'est Jessie, je suis la fondatrice de la startup Art from Future qui a pour but d'éduquer les artistes dans le Web3 et de les aider à réussir dans l'univers des NFT. On a vu dans les épisodes précédents ce qu'était un NFT, comment tu pouvais en acheter. On a vu des artistes, on a vu les marketplaces sur lesquels tu pouvais aller pour en acheter. Et aujourd'hui, on avait envie de te parler des applications possibles avec les NFT. À quoi ça sert un NFT? On a déjà vu que ça pouvait te servir d'acheter une œuvre d'art numérique, mais en fait, il y a tout un tas d'applications possibles avec les NFT. Et aujourd'hui, on va parler des projets PFP. Qu'est-ce que c'est qu'un projet PFP? Je pense, si tu t'intéresses aux NFT, que tu as déjà vu passer ce mot dans la presse et la plupart des projets qui sont présentés dans la presse sont en réalité des projets PFP. PFP, en fait, c'est l'acronyme pour Picture for Profile ou Profile Picture ou encore Picture for Proof. Autrement dit, ce sont des NFT qui vont servir de photos pour tes réseaux sociaux et notamment pour Twitter. C'est les NFT les plus populaires, c'est l'application la plus populaire aujourd'hui. Il faut savoir que sur Twitter et dans certains pays uniquement, il est désormais possible de connecter ton avatar, donc ton NFT, ton wallet avec le NFT que tu possèdes à ton compte Twitter et du coup de montrer que le NFT que tu utilises en tant que photo de profil, tu en es directement propriétaire. Tout ça en connectant ton compte Twitter à ton wallet en sachant que pour l'instant, c'est uniquement disponible sur MetaMask. Exactement. Et à quoi ça sert en fait les PFP? Et bien en fait, ça sert essentiellement à deux choses. Donc déjà, montrer qu'on appartient à une communauté et aussi mettre en avant sa personnalité dans le monde digital, que ce soit sur les réseaux sociaux pour l'instant, mais aussi dans la métaverse. Et donc, en fait, la plupart des PFP, ce sont des projets qui sont menés par la communauté qui en fait détiennent ces NFT. Donc, en fait, les holders peuvent voter et donc participer activement à la croissance du projet sur le long terme. En fait, je pense qu'il faut voir les PFP comme des sortes de start-up, un peu comme les nouvelles start-up, et chaque projet a vraiment une roadmap avec une mission, une vision bien particulière. Et en fait, les acheteurs ont accès à cette roadmap donc avant le launch du projet. Donc, tu peux aller, par exemple, sur le site Internet du projet qui t'intéresse, regarder ce qu'il propose, etc. Et si ça t'intéresse, tu peux acheter le NFT et donc, en quelque sorte, tu deviens investisseur du projet. Donc, en fait, dès que tu achètes un NFT, en général, ce NFT a une utilité et tu vas pouvoir avoir accès à des avantages exclusifs tels que avoir accès à la communauté du projet, avoir accès aux whitelists des prochains drops, tu pourras recevoir des airdrops tous les 2-3 mois et parfois, il y a même des projets en fait, qui envoient carrément des produits physiques tels que des t-shirts, des prints ou des figurines. Et donc, je vais te donner deux exemples. Donc, moi, je suis une détentrice du NFT Surge Passport. Et en fait, Surge, c'est une communauté de femmes qui a pour but en fait d'éduquer les femmes dans le Web3. Et donc, à partir du moment où j'ai acheté le NFT, j'ai eu accès à pas mal d'avantages, dont $100 pour acheter un nom de domaine. On m'a remboursé les frais de gaz de 20 €. Et puis, j'ai aussi accès à des événements qui sont organisés par des DAO féminines, donc carrément en physique. Et aussi, je peux voter lorsque Surge prend des décisions. Et là, récemment, on a voté sur l'ONG pour laquelle elles allaient reverser un certain nombre. Un certain pourcentage. Alors, il faut savoir que historiquement, le premier projet PFP qui a vu le jour, c'est le projet CryptoPunk, qui est aujourd'hui un des projets NFT les plus connus, en fait, tout simplement. Si vous avez vu passer des NFT dans la presse, il y a de grandes chances que ce soit que vous ayez vu passer des images de CryptoPunk. Et dans l'imaginaire populaire, c'est un peu ce genre de projet qui représente les NFT. Alors, le projet CryptoPunk, c'est un projet qui a été créé en 2017
Et au début, les premiers PFP qu'ils ont fait, ils ont été distribués tout simplement gratuitement aux personnes qui avaient un wallet Ethereum. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le floor est ultra élevé et que se dire qu'en fait, à l'époque, les gens ont pu avoir ça gratuitement, c'était assez dingue. C'est un projet qui a été développé par Larva Labs, qui est la maison mère des projets professionnels et expérimentaux de 2 développeurs, qui sont Matt Hall et John Watkinson. Et en gros, le 23 juin 2017, à l'aide d'un algorithme, ces 2 personnes ont réussi à générer près de 10 000 CryptoPunks uniques qui étaient en 24 x 24 pixels. Chacun de ces personnages était généré à l'aide d'un code unique et leurs images étaient stockées sur la blockchain Ethereum au format NFT. En tout, on compte 10 000 personnages CryptoPunks uniques et chacun avait des caractéristiques ou un look un peu qui le rendait unique. Les personnages ont été classés en différentes catégories, appelées attributs, et chaque personnage CryptoPunk disposait d'attributs qui étaient plus ou moins rares. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait 6039 personnages masculins et seulement 3840 punks féminins. En fait, de manière générale, dans les grosses collections de PFP qu'on a eues, un peu moins ces derniers mois parce qu'on voit apparaître des collections de PFP qui représentent des personnages féminins, mais à la base, on avait soit des collections qui présentaient moins de personnages féminins, moins de représentation féminine, soit carrément, dans le cas de certaines collections, en fait, il y avait une absence totale de représentation de personnages féminines. Si vous avez envie de vous intéresser un peu à la culture CryptoPunk, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les CryptoPunks, c'est devenu un vrai mouvement et ça va vraiment rester dans la culture NFT. Ça a une vraie empreinte historique. Vous avez en ce moment une exposition à la galerie IAM à Paris, justement autour du mouvement des CryptoPunks et autour de différentes œuvres d'artistes NFT. Enfin, pas que artistes NFT, parce qu'il y a du physique aussi, mais voilà, différents artistes qui ont repris cet univers pour créer de nouvelles créations. Ouais, et c'est clair qu'il n'y a pas beaucoup de grosses collections, en fait, top collection, par exemple, sur OpenSea ou autres, qui sont faites par des femmes. Donc, les plus grosses collections, là, on a fait une petite sélection de celles à connaître. Bien sûr, il y a les CryptoPunks, et donc le mint était gratuit, ça, c'est assez dingue. Et il y a les Bored Apes, donc c'est les singes qui s'ennuient, que vous avez sûrement dû voir dans les médias. Et ça, pareil, le mint, c'était 0,08 Ethereum. Donc, c'était vraiment pas grand-chose par rapport au floor d'aujourd'hui. Sinon, il y a aussi les doodles, c'est des petits personnages colorés, les cool cats. Bon, les cool cats, c'est pas vraiment ni des hommes ni des femmes, mais bon, on ressent que c'est quand même un projet assez masculin. Et sinon, dans les plus grosses collections, il y a une collection qui a cartonné, qui cartonne quand même toujours, c'est World of Women. C'est en fait une collection de 10 000 NFT qui représentent donc des femmes puissantes. Et derrière la création de cette collection se cache l'artiste Iam, que vous pouvez suivre sur Twitter. Je crois qu'elle est d'origine israélienne, si je ne me trompe pas. Et en fait, le but de World of Women, c'était vraiment de créer une communauté Web3 inclusive pour les créateurs et les builders. Et pareil, le mint price, c'était à 0,07, ce qui est vraiment pas grand-chose par rapport au floor price d'aujourd'hui. Je crois qu'il y a genre 6 Ethers, quelque chose comme ça. Et en fait, les détenteurs de ce NFT ont pu, par exemple, recevoir une World of Women Galaxy. Donc, c'était leur second drop gratuitement. Donc, ça, c'est vraiment génial. Elles ont aussi créé la DAO. Donc, c'est la DAO, en fait, de World of Women. Elles ont une WoW Fund. Donc, elles collectionnent, en fait, des œuvres d'artistes émergents assez souvent. Et en plus, elles font des collaborations avec des artistes tous les mois. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont aller recruter des artistes partout dans le monde. Et je crois qu'elles font ça surtout via Twitter et leur Discord. Elles vont leur proposer, en fait, de créer une œuvre sur un thème, je pense, particulier. Enfin, je crois que c'est comme ça que ça marche. Et en fait, après, elles vont en sélectionner 7 et elles vont envoyer, en fait, des airdrops
dans les portefeuilles des détenteurs en fait, du World of Women. Donc, je trouve que niveau utilité, détenir un World of Women, c'est quand même assez génial. Et puis, j'adore la vision. Donc, Ouais. Je suis assez d'accord avec toi. C'est un super projet. Et puis, c'est vraiment le premier gros projet féminin, entre guillemets, qu'on a dans les PFP. Maintenant, comment est-ce que tu peux participer à un drop de PFP? La première chose qui est hyper importante et qu'en fait, on vous a dit au fur et à mesure des épisodes, mais qu'on va continuer de vous dire et qui est quelque chose de fondamental, c'est commencer par faire vos propres recherches. Avant d'acheter quelque chose, que ce soit tout simplement une œuvre NFT d'un artiste, que ce soit de participer à un projet PFP, vraiment faites vos propres recherches. C'est un acronyme qui est utilisé dans la communauté NFT, qui est DYOR, D-Y-O-R, Do Your Own Research. Et vraiment, quel que soit le contenu de vulgarisation qu'on pourra vous apporter, faites quand même à côté vos propres recherches et ne vous laissez pas influencer par un ami ou par un influenceur ou même parce que nous, on raconte avant d'investir dans un projet NFT. On a quelques conseils pour éviter quand même de tomber sur une arnaque au niveau, si vous décidez d'investir dans un projet PFP. La première chose, c'est de se renseigner sur la team. Alors, c'est quelque chose qui est de plus en plus vrai. C'est-à-dire qu'on peut dire que non, parce que dans le cadre de certaines grosses collections, comme par exemple les Bored Ape, au début, on avait une team qui était anonyme. Mais il y a une réalité qui est qu'aujourd'hui, si vous voulez avoir un minimum confiance dans un projet PFP, il faut que les équipes soient publiques et que vous ayez vraiment les noms des fondateurs qui soient visibles. Pensez bien à vérifier leur Twitter, à vérifier le Twitter du projet, regardez si jamais il n'y a pas de doublure et vérifiez bien que les profils Twitter des fondateurs sont publics. Il peut bien sûr y avoir des équipes anonymes avec de super projets, mais c'est beaucoup plus risqué. À titre personnel, je ferais moins confiance à un projet où l'équipe n'est pas publique. Ensuite, autre point qui est extrêmement important et qui vraiment fait, j'ai envie de dire, le succès d'une collection PFP, c'est la communauté qui porte ce projet PFP. C'est-à-dire que les beaux projets, ils grossissent organiquement avec une bonne communauté. Et il faut vraiment, vraiment, méfiez-vous des projets qui payent des bots, qui payent par exemple des faux abonnés. Il faut vraiment regarder les discussions sur les Discord des projets. Vérifier que la communauté n'est pas juste composée de vanity metrics et d'un gros nombre d'abonnés, mais vérifier qu'il y a vraiment une communauté qui est engagée de manière quotidienne dans le projet. Et tout simplement, aller sur le Discord de la communauté, c'est un bon moyen de le savoir. Ensuite, pensez à la question de l'art, enfin de l'originalité. C'est-à-dire vérifier bien que les visuels des PFP sont des créations originales du projet, qu'il n'y a pas de copie. Pour ça, pensez tout simplement en commençant à faire une recherche Google Images inversée. Vous pouvez, vous savez, chercher à partir d'une image, voir si ce n'est pas rattaché à d'autres images sur Google. Et ensuite, pensez à la roadmap, c'est-à-dire tout simplement le déroulé du projet, qu'est-ce que les créateurs annoncent, qu'est-ce qui va se passer dans les semaines, dans les mois à venir, qu'est-ce que tout simplement les créateurs du projet proposent, vérifier que le projet est solide. Une fois que vous avez vérifié tout ça, vous pouvez rejoindre le Discord du groupe et vérifier bien sur le channel FAQ que la team explique ces différents déroulés du drop, à savoir la date, le nombre de PFP, le prix en pre-sale et le prix en public, et enfin l'utilité. En sachant que pour avoir accès en gros les pre-sales, c'est en gros ce qu'on appelle la whitelist. Pour avoir accès généralement aux whitelist, il faut être actif sur le Discord de la communauté et il faut participer à des giveaways. Les whitelists sont plus difficiles à obtenir, plus le projet va être gros. L'alternative, du coup, généralement, ça va être d'acheter sur le second marché un NFT, mais le prix sera plus élevé que pour les whitelists. L'idée, c'est tout simplement, avec ces projets PFP, de récompenser la communauté qui a été active et qui a vraiment participé à monter ce projet. Ouais, exactement. Et moi, je voulais juste rajouter pour pas se faire arnaquer. Donc, quand tu rentres dans le Discord,
au moment du mint, en général, dans les Discord, il y a un channel où ils mettent en fait, leur lien officiel parce qu'il faut faire attention. Aujourd'hui, il y a beaucoup de scams, que ce soit des personnes qui se prennent pour l'équipe et qui auront même des milliers de followers sur Twitter. Donc, on aura l'impression que c'est vraiment les vrais comptes. Donc, ça, il faut faire gaffe. Mais aussi des gens qui vont recréer un site Internet et vont peut-être changer une petite lettre ou ajouter une petite lettre dans le site. Et du coup, on ne verra pas que ce n'est pas le bon site. Et du coup, tu vas te faire scammer comme ça. Donc, toujours cliquer sur les liens qui sont dans le Discord, les liens officiels, etc. Fermer ces DM sur Discord parce que tu vas recevoir genre plein de messages de gens qui vont te dire « Ah, tu as été sélectionné pour la whitelist », alors qu'en fait, ce n'est pas du tout vrai parce que les projets ne t'envoient jamais de DM. Donc, message direct. Voilà. Exactement. Et juste pour bien préciser, quand Jessica parle de scam et de scammer, c'est ce qu'on appelle des arnaques. On va juste enchaîner tout de suite sur l'interview de Carloba, la fondatrice du projet Angry Women NFT, qui est un projet de PFP féministe porté par une Française. Et ça faisait quelques semaines qu'on se suivait mutuellement toutes les trois sur les réseaux sociaux. Et ce projet nous intriguait beaucoup et on avait très, très envie de lui proposer de venir faire une interview avec nous dans cette série pour pouvoir nous présenter son projet. OK. Alors du coup, pour cet épisode, on avait très, très, très envie de faire intervenir un projet français et un projet qui se concentrait justement sur les femmes parce qu'on vous a expliqué que dans la plupart des projets PFP, soit les femmes sont un peu mises de côté, soit dans certaines collections, elles sont carrément pas intégrées. Et il y a un projet qui a commencé à nous suivre sur Instagram et sur Twitter, je crois, toutes les deux, et qui nous a un peu tapé dans l'œil. On en avait déjà parlé plusieurs fois avec Jessica. Et c'était l'occasion, en fait, tout simplement de proposer à un autre projet d'intervenir dans un épisode. Donc, c'est Angry Woman NFT. Et il y a Caroline, la fondatrice du projet, qui a accepté de faire une petite interview avec nous pour nous parler de son projet, qui va être aussi un projet PFP et qui va justement travailler sur vraiment l'inclusivité des femmes dans le Web3 et qui va aborder tout un tas de thématiques féministes et fédérer toute une communauté autour de problématiques, je dirais, de problématiques ou de thèmes féministes. Caroline, je ne sais pas si tu veux te présenter peut-être en quelques phrases et peut-être représenter ton projet. J'espère que je n'ai pas dit de bêtises et que je suis restée bien. C'est bien. Avec le peu d'informations qu'on a données jusqu'à présent, c'est très bien. Donc, je suis contente que tu aies saisi le concept. Donc, moi, je m'appelle Caroline, j'ai 30 ans. Je suis française et je vis actuellement à Londres. Je suis ingénieure généraliste de formation. J'ai travaillé dans différents secteurs d'activité, comme le spatial et la construction, notamment en tant que chef de projet. Donc, comme tu l'as dit, je suis la créatrice de la collection de NFT Angry Women, donc en français Femmes en colère. Je participe de temps en temps, enfin de plus en plus au Twitter Space de différents projets PFP de femmes. Et c'est vrai que souvent, là, on essaie de savoir un petit peu notre parcours respectif, comment on est rentré dans les NFT. Donc, je trouve que c'est une très bonne question. Pour ma part, j'ai entendu parler des NFT en février-mars 2021, l'année dernière. J'ai pas beaucoup prêté attention. Et du coup, j'ai un peu mis ça de côté. Par contre, vers avril 2021, je me suis intéressée aux crypto-monnaies. Et là, j'ai commencé à vraiment m'intéresser. Donc, j'ai surtout acheté Bitcoin, Ethereum, Cardano. Je suis restée soft au début. Et donc, voilà, j'ai commencé à trader, j'ai commencé à voir comment ça marchait, à voir le pouvoir des crypto-monnaies, on va dire. Et c'est dans un second temps, du coup, plutôt vers juillet-août, avec l'explosion, on va dire, le succès de la collection PFP World of Women, que là, je me suis dit, waouh, la force du truc, il y a vraiment quelque chose à faire. Et du coup, comme je pense aussi c'était une collection voilà, de femmes inclusives, je me suis dit, waouh, là, je me suis identifiée. En effet, là, j'ai vraiment commencé à m'intéresser au sujet. Après, je ne me suis pas lancée tout de suite non plus. Je suis un peu risque averse comme beaucoup de femmes. Donc, je tradais et après, je me suis vraiment lancée à acheter mon premier NFT en octobre
Donc voilà, c'était une collection qui s'appelle Desperate Ape Wives. Et ça s'est plutôt bien passé. Donc c'était un dérivatif un peu des Bored Ape Club. Et qui a plutôt bien marché. Donc, comme un bon premier achat et vente, en 3 jours, j'avais acheté le NFT à 0,08 ETH et 3 jours après, je l'avais vendu 0,7 ETH. Donc, c'était assez conséquent. Bien sûr, par la suite, j'ai eu des mésaventures et pas toujours de très bonnes expériences. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Et ouais, juste dingue en fait. Après, je me suis plongée plus amplement, donc vraiment en tant que NFT collecteur. Et donc du coup, au même moment où je devenais collecteur, a germé l'idée de voilà, qu'est-ce qui résonne vraiment en moi. Je trouvais pas encore, il y avait beaucoup moins à l'époque de collections PFP de femmes, ou en tout cas women-led, comme on dit, pas forcément exclusivement femmes, mais dans lesquelles je pouvais me reconnaître. Du coup, c'est de là qu'est venue l'idée de Angry Woman. Ouais. Et je trouve ça super intéressant ce que tu dis. En fait, c'est vraiment le projet World of Women qui t'a ouvert les yeux sur les NFT. Et je pense que c'est hyper important parce que je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles il n'y a pas beaucoup de femmes dans le monde des NFT. C'est parce qu'il n'y a pas, enfin maintenant il y en a de plus en plus, mais au départ il n'y en avait pas beaucoup. Du coup, c'était complètement difficile de s'identifier. On avait l'impression que c'était que pour les mecs. Et non, mais c'est trop cool. Et écoute, moi, je trouve ça trop intéressant. Ouais. Et juste, moi, je me posais une toute petite question qui n'était pas du tout dans la liste qu'on t'avait envoyée, mais tu disais justement que maintenant, tu avais un profil collectionneur et du coup, tu restes vraiment que sur des projets PFP ou est-ce que tu achètes aussi, par exemple, des œuvres d'artistes ou comment tu as développé un peu ce côté-là? Ouais, donc pour l'instant, c'est vraiment, je suis restée sur des PFP, alors pas forcément des PFP, mais en tous les cas des collections génératives. Donc vraiment avec cet aspect communautaire et utilities. Par contre, notamment grâce à vous, et aussi parce que du coup, bon, c'est peut-être pas. Alors, il y a le fameux est-ce que c'est de l'art ou pas, les NFT surtout génératifs. Mais en tous les cas, je trouve, moi, de mon point de vue, j'ai vraiment un background scientifique. Pour le coup, je trouve qu'en tous les cas en France, on est assez dans des cases, soit tu es scientifique, soit tu es artiste, soit tu es littéraire. Enfin, surtout à l'époque, voilà, j'ai passé un bac S et c'est vrai que je me suis assez enfermée là-dedans, même si quand j'étais jeune, j'adorais par exemple dessiner, etc. Et dans les musées, je me suis toujours un peu ennuyée. Encore une fois, un problème de représentation, de voir plein d'hommes blancs vieux. C'est pas forcément hyper intéressant. En tous les cas, quand j'étais plus jeune. Et je trouve que la force, en effet, des NFT, c'est non seulement de joindre technologie et art, mais aussi ça permet donc, on peut commencer en effet avec des collections plutôt type investissement, NFT, etc. Bon, il y a aussi des NFT qui sont vraiment comme de l'art, hein, par exemple les Flower Girls, c'est juste, moi je trouve que ça c'est super beau. Mais après, en effet, notamment grâce à vous, je pense la vulgarisation, etc., de l'art, des gens qui nous amènent, je pense que là je vais ouvrir un wallet et je vais commencer sur tes sauces aussi. Du coup, j'ai regardé vos vidéos et ça m'a donné envie parce que c'est vrai qu'il y a des œuvres incroyables et c'est beaucoup plus accessible que la blockchain à Ethereum, ça c'est sûr. Ça fait plaisir. Non, mais vraiment. Donc, ouais, j'ai envie de dire, oui, ça m'a un peu ouvert à l'art parce que c'est vrai que j'étais un peu fermée. J'allais de temps en temps à des expos, etc., à des choses sur justement des thématiques qui m'intéressaient. Et notamment, oui, ça m'intéresse de voir des œuvres de femmes ou de minorités ou d'autres cultures. Donc, je crois que j'ai ouvert. Je ne sais pas si c'est moi, mon Discord. Je crois que c'est moi. Je l'ai ok, j'ai l'habitude. Non, mais... okay. C'est pas moi. Donc voilà. Ok, super intéressant. Je peux peut-être approfondir. Juste rebondir rapidement là-dessus. Je pense que c'est intéressant parce qu'il y a vraiment les deux, quoi. Enfin, les PFP, ça permet vraiment de rentrer dans la communauté ou de voir ça comme un investissement et parfois pas forcément parce que tu as des utilities que tu peux utiliser juste pour t'éduquer, tu vois, et je trouve que ça, c'est cool. Mais effectivement, je trouve que pour le côté art, ça permet à des gens, en fait, qui se sont jamais vraiment
intéressée à ça, a commencé à s'y intéresser parce que d'une part, tu as la barrière monétaire à l'entrée qui est beaucoup plus basse et en plus, tu as beaucoup plus de choix parce que tu n'as pas forcément, enfin, tu as plein de plateformes qui ne sont pas ultra curatées et je trouve que ça, c'est trop cool. Ouais, carrément. Je te laisse continuer pour les questions, Jessica, ou tu veux que… Je vais continuer. Du coup, l'idée du projet, elle est venue donc après que tu aies vu la collection World of Women ou ça a mis encore plus de temps? Non, alors du coup, l'idée a germé sur plusieurs mois, on va dire. Donc en effet, quand j'ai vu la collection World of Women, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a à part World of Women? C'était un peu difficile à l'époque de trouver les projets. Moi, j'allais sur Rarity Tool, là, je ne savais pas trop bien où chercher non plus. Et du coup, oui, après, donc, est venu Women and Weapon, un petit peu d'autres projets. Et c'est vrai que du coup, je me suis dit, j'aimerais bien faire quelque chose, il y a quelque chose à faire, donc comme je disais, qui relie l'art et la technique. Et donc, et surtout à l'époque, en fait, voilà, j'étais aussi dans une période où je lisais beaucoup de livres féministes, où j'écoutais beaucoup de podcasts, notamment La Poudre, avec Lorraine Bastide, Kif Taras aussi, avec Rokhaya Diallo. Je crois que c'est pas mon Discord. Juste pour, et Grace Lee. Et donc voilà, donc l'idée en fait que j'avais, c'est aussi, voilà, je voulais représenter des femmes avec des émotions. Ah, désolée, moi aussi j'ai des perturbations. Voilà, je voulais représenter des femmes avec des émotions et l'émotion emblématique que je ressentais aussi à ce moment-là et on va dire problématique par excellence quand on est une femme, je trouve, et qui est mal vue, surtout dans le monde du travail, par ma propre expérience aussi, c'est la colère. Et il y a tout un tas de connotations négatives autour de cette émotion. On est facilement qualifié d'hystérique ou alors on est facilement qualifié d'en colère quand juste on dit ce qu'on pense ou quand on a un message un peu peut-être protestataire ou politique. Et donc, je voulais un peu changer la vision qu'on avait de la colère des femmes, la représentation de la colère et en faire un message un peu féministe. Et notamment, à l'époque, j'avais lu Sister Outsider, et une collection d'essais de Audre Lorde. Donc, le message qui m'a frappée à ce moment-là, parce que du coup, j'avais toute cette colère, etc., c'était de dire ok, je suis en colère et après quoi? Et on a souvent des très bonnes raisons d'être en colère, notamment en tant que femme. Et si cette colère est bien comprise et bien canalisée, elle peut se transformer en quelque chose de puissant, un moteur puissant qui peut engendrer des changements positifs dans nos vies et donc dans la société. Et donc, Non, pardon, excuse-moi. non, t'inquiète. Je fais qu'approuver, en fait. Et donc voilà, donc ok, je veux mettre plein de femmes en colère sur la blockchain, je kiffe ça, j'adore, je veux le voir, je veux le visualiser, je veux aussi montrer pourquoi. Après, c'est une collection PFP, donc à la base, on est assez limité quand même sur ce qu'on peut faire, mais ce à quoi j'avais pensé, c'est du coup, en effet, avoir différentes expressions de colère, parce qu'il y a tout un rang d'expressions, et après, l'exprimer à travers les objets que les personnages vont avoir dans la main, qui sont soit des objets symboliques. Donc, sur le website, vous pouvez voir par exemple la balance de la justice, ou soit des objets stéréotypés plutôt masculins, soit plutôt des moyens de rébellion, de manifestation. Et donc, voilà, le message féministe pour la collection générative passera par les objets et le background et les expressions de la colère. C'est super intéressant. Vous avez, pareil, ce n'était pas une question qui était dans la liste qu'on t'avait envoyée, mais vous avez fait des recherches, je ne sais pas, peut-être en termes d'archives, des manifestations ou des symboles. Je ne sais pas s'il y a eu une partie recherche ou si peut-être vous n'êtes pas du tout allé jusque-là parce que ce n'était pas nécessaire et que vous étiez trop limité. Mais c'est vrai que tu as donné plusieurs références d'ouvrages, moi, qui me parlent beaucoup. Enfin, je ne sais pas si Jessica, toi aussi, tu les as lus, mais moi, je sais qu'ils ont été assez fondamentaux, entre guillemets, dans mon féminisme. Mais du coup, est-ce que vous êtes allé sur des recherches au niveau de l'histoire du féminisme ou pas du tout? Alors,
Pas spécialement pour le projet à la base, mais du coup, comme c'était vraiment dans ma recherche à moi de mon féminisme, parce que c'est vrai que j'ai commencé vraiment au bas de l'échelle. J'ai ouvert les yeux, il y a enfin, en tous les cas, j'ai toujours été en colère, j'ai toujours en effet vu ce double standard, j'ai toujours vu des choses. Voilà. En plus, ma mère est péruvienne, elle est venue en tant qu'immigrée en France. J'ai vu tout un tas de problématiques intersectionnelles qu'à la base, je n'identifiais pas forcément aussi comme du féminisme. Je ne suis pas blanche non plus. Il y a quand même des choses, voilà. J'ai des amis, voilà, on a côtoyé le racisme. Ce n'était pas forcément dit à l'époque, etc. Et tout a convergé et j'ai eu besoin, en effet, de trouver des réponses. Et en fait, en effet, plus on lit d'ouvrages, plus il y a de questions et plus c'est intéressant. Mais je l'ai pas, justement, c'était l'occasion avec les NFT de regrouper un peu tout ce que j'étais en train d'apprendre. Mais j'ai pas fait de recherche. Enfin, avec les NFT, en fait, faut y aller, quoi. Et c'est à chaque fois, c'est OK. Il y a toujours un problème. Oui, je me suis dit, je suis pas légitime, j'ai pas fait d'études de genre. Voilà. Mais quand même, allez, on va y aller et puis on va voir ce que ça donne, quoi. Mais en effet, oui, j'essaye de lire, voilà, je continue à lire, etc. Bon, je suis assez prise avec la collection. Ouais. Mais non, pas de recherche spéciale, mais justement, avant de commencer la collection, j'étais vraiment dans cette recherche de connaissances de féminisme. Et donc, en effet, je suis influencée par le féminisme français à la base, féminisme, on va dire, blanc au début. Après, du coup, je me suis plus intéressée donc, notamment à des féministes comme, alors, je ne sais pas si je dis bien son nom, parce que Françoise Verger, avec un S à la fin. Ouais. J'ai lu Le ventre des femmes, par exemple, sur ce qui s'est passé à La Réunion, les avortements forcés, etc. Et donc, elle a aussi un féminisme qui est d'idée coloniale. Et après, en effet, tu as le féminisme plus des États-Unis. Et également, ce qui m'intéresse énormément en ce moment, parce que du coup, ma mère est péruvienne, j'ai fait un échange aussi au Mexique, donc j'ai des amis en Amérique du Sud et j'ai vu leurs combats ces dernières années aussi, notamment en Argentine, au Chili, etc., notamment pour le droit à l'avortement. Et il y a toute cette vague féminisme d'Amérique latine qui est hyper inspirant et qui a en fait, chaque féminisme a une source forcément en fonction des pays et a une connotation, voilà. Donc le mot féminisme aussi, c'est un peu compliqué parce qu'il y en a plein. Et ça dépend vraiment des cultures et de comment est la société, plus ou moins patriarcale ou plus ou moins, on va dire, cachée et aussi est liée au niveau de vie du pays, forcément, etc. Mais justement, je voulais, à travers ce projet, essayer de fédérer des féminismes, en tous les cas des conversations, et justement pour qu'on puisse apprendre les unes des autres. Ah, mais c'est hyper intéressant. Pardon, j'ai un peu décentré. Peut-être qu'on va Non, pas vraiment du tout. sur ton projet NFT. Je te laisse peut-être prendre la parole, Jessica. Je l'ai un peu trop prise. Non, t'inquiète, mais ouais, c'est super intéressant. Et puis j'aime bien en fait parce que ça s'appuie aussi sur ton expérience, qui est la même expérience pour beaucoup de femmes, mais qui peut être aussi perçue différemment. Tout dépend de leur culture, etc. Je trouve ça vraiment trop cool. Et du coup, je vais en venir quand même à la question de la team. Donc, comment est-ce que tu as trouvé les autres personnes avec qui tu travailles et quels sont vos rôles respectifs? Ouais. Alors, on va commencer peut-être par l'artiste. Donc, parce que ça a été le plus dur à trouver pour moi. Donc, en effet, j'étais avec cette idée-là, OK, je vais faire ça. Maintenant, il faut que je présente. Donc, j'ai contacté peut-être une quarantaine d'artistes via différents réseaux sociaux. Et j'ai trouvé, et je cherchais aussi, j'essayais de voir les artistes qui représentaient déjà des femmes, déjà une artiste femme, je voulais, qui représente les femmes avec... je recherchais vraiment cette émotion, quelque chose voilà, auquel je pouvais connecter. Et j'ai eu de la chance, j'ai eu 2 réponses positives. Et j'ai trouvé, et finalement, donc du coup, une seule personne qui a été vraiment intéressée. Donc du coup, c'est notre artiste. Donc, elle s'appelle... Je donne son pseudonyme pour l'instant. On verra si dans les mois à venir, elle souhaite plus se révéler. Elle s'appelle Fine Lebel ou Zaza. Elle a 2 comptes Instagram, dont un des comptes ce sont des phrases d'empowerment. Donc, c'est très bien fait. Je vous invite à aller voir si vous voulez. Et donc, j'ai commencé à travailler sur les traits avec elle en janvier dernier.
Après, on a donc dans la partie création vraiment des images, des NFT, on a Johanna aussi, qui est venue à la base en tant que conseillère, en tant qu'appui, notamment, et qui aussi m'a aidé beaucoup tout ce qui est web design, le graphique, voilà, comment on dit, police, Ouais. texte, comment on allait un petit peu présenter tout ça, comment on allait présenter Angry Woman. Et puis après, elle a kiffé le projet et elle a pris un peu plus d'ampleur. Et elle nous aide aussi. Elle a fait certains backgrounds. Donc, elle est très complémentaire et elle a une sorte de position de... comment elle s'appelle? Elle est directrice artistique dans la vie. Voilà. Donc, voilà, on l'a mise en tant que directrice artistique et elle nous aide énormément aussi. Après, à part ça, on a 3 développeurs. Donc, le développeur, on va dire, principal. Donc, ils sont tous en part-time. Hein. Donc, je suis la seule qui suis à plein temps sur le projet. Donc, 3 développeurs qui travaillent aussi de leur côté et qui nous aident sur le projet, dont un des développeurs est mon compagnon et celui qui m'a initié aux crypto-monnaies, faut le dire. Et aussi, donc, assez important, on a un avocat dans l'équipe parce que voilà, les NFT, c'est pas encore, en tous les cas à l'époque, et ça allait de plus en plus, mais c'était pas beaucoup réglementé. Donc, par exemple, avec notre artiste, on a fait un contrat, on voulait que tout soit carré et transparent. Donc l'avocat est là aussi pour le futur, pour tout ce qui est question de propriété intellectuelle, de voir comment on gère ça. Donc, très important. Donc voilà, donc on est 7. Et puis moi, du coup, voilà, initiatrice du projet et puis chef de projet. Je manage un peu le projet et mets en relation un peu tout le monde aussi. Ok, super. Moi, j'ai juste une question. Ouais. Pour les personnes qui nous écoutent et qui pourraient être intéressées peut-être d'un jour créer leur propre collection de PFP, genre quand tu recrutes une team, donc ça marche comment? Est-ce que c'est des salariés ou est-ce que c'est un contrat où tu leur promets d'être payé après la vente des PFP? Il y a vraiment de tout, on a vu de tout. Ça dépend vraiment des contacts que tu as à la base. Je pense qu'il y a beaucoup de projets où les gens travaillent entre guillemets gratuitement avec la promesse d'avoir des NFT au moment du mint. Mais souvent, ce sont des amis ou des gens qui se connaissent, donc il y a un peu plus de confiance. Quand tu vas chercher quelqu'un à l'extérieur, comme moi avec l'artiste, ça se négocie en fonction de ce que veut l'artiste et de ce que nous, on est en mesure de proposer, parce qu'encore une fois, notre projet à nous, c'est sur un financement personnel pour l'instant. On n'a pas d'investisseur. Donc après, ça dépend aussi de la taille du projet. Si tu es en mesure de payer directement tous les mois, tu payes. Sinon, nous, personnellement, on a fait un mixte. Donc, il y a une partie en fiat, en dollars, et une partie en NFT pour le futur. Donc, et après, ça dépend aussi de l'implication, par exemple, de l'artiste. Là, par exemple, moi, je donne tous les traits, on réfléchit ensemble. Il y a vraiment... elle ne va pas faire tout dans son coin. C'est un projet artist-centric, où là, c'est vraiment le projet est porté par l'artiste et par sa proposition. Et donc là, en fait, donc voilà, ça dépend vraiment du profil du projet, des moyens, du temps et de la discussion. Okay. C'est super intéressant à savoir du coup en tant que personne extérieure. Et du coup, pour donner un ordre d'idée, vous en êtes à peu près à quelle étape là du projet? Parce donc c'est pas possible encore d'acquérir un des PFP, enfin un des NFT, mais c'est pour bientôt, non? Je crois. Je sais pas. On pensait, non, c'est pas si évident que ça. On en reviendra tout à l'heure, on en parlera tout à l'heure. Mais donc, dans la durée de vie d'un projet, on va dire, on a encore un bébé, on est au début, on est en phase de pré-mint, comme tu as dit. On a commencé à travailler sur le projet en janvier. On a produit un peu plus de la moitié des traits de la collection générative. Mais comme je vous ai dit en off, on a un peu changé notre approche parce qu'on est en bear market. Donc, alors comment on dit en français le marché en berne, ouais. Le marché des NFT. Donc,
Donc, en fait, on veut aussi, avant de lancer la collection générative, donc il y a beaucoup de projets qui font ça également. C'est une collection Genesis qui va... Donc, ce sont des NFT 101. Donc, on n'utilise pas les traits et les calques pour générer automatiquement les NFT. Et cette collection, en fait, elle va permettre de montrer nos valeurs. Et en fait, chaque NFT abordera une thématique différente. Et donc, je sais pas si je vais vous le dire maintenant, mais bon, oui, je vous l'ai dit aussi en off. Donc, par exemple, une thématique, c'est le droit à l'avortement. J'ai une autre, voilà, on a tout un tas de thématiques, le cyberharcèlement, le sexisme et racisme au travail. Ça va vraiment un peu chercher plein de thématiques différentes, mais qu'on peut qualifier de féministes. Et à travers de cette collection, on essaye, le but vraiment, donc, c'est de nous faire connaître nos valeurs, parce que jusqu'à présent, on n'a pas assez parlé, à mon goût, de féminisme. On s'est qualifié de féministe. On a créé notre réseau dans les Women-led Projects. Mais avec cette collection, on veut vraiment marquer notre empreinte, notre différence et montrer nos valeurs. Et fédérer une communauté, ce qui est hyper important dans les NFT, je pense que c'est le number one, surtout en tant que collection générative PFP, réussir à trouver nos personnes qui s'identifient avec nos valeurs et on ouvrira en parallèle du coup notre Discord. Et Tu me demandais quand. Donc du coup, la collection Genesis, alors le premier batch des 6, donc les 6 premiers thèmes devraient arriver dans les 2 prochaines semaines, si tout va bien. Donc, ouais, nous, on a trop hâte, en tout cas, de voir la collection et d'en acheter aussi, ça, c'est sûr. Et du coup, donc, parmi les obstacles que vous avez rencontrés, donc il y a ça, c'est le fait qu'on est en bear market pour l'instant et que du coup, ça ralentit le drop. Et est-ce qu'il y a autre chose qui a été un peu complexe pendant... Ouais. Comme j'ai déjà dit, trouver l'artiste, c'était pas évident parce que et en plus, il faut établir une confiance mutuelle, etc. Donc, ça, c'était la première difficulté avant de lancer le projet. Dans notre cas, les disponibilités de chacun, essayer de revoir, d'organiser tout ça pour continuer à avancer, à motiver les troupes, parce que bien sûr, quand on commence, on se dit tout le monde. En tous les cas, il y a quelques mois, tout le monde disait en 2 mois, c'est plié, on fait une collection. Certaines personnes pensent que tu fais les traits en 1 semaine et c'est barre. C'est pas le cas, c'est beaucoup plus complexe, surtout quand c'est génératif. Et je pense que l'artiste à la base aussi n'était pas formé à ça, en tout cas, n'avait pas forcément. En fait, la difficulté, c'est qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de ressources et les ressources commencent à arriver, l'éducation autour de comment faire des NFT, etc. Donc, l'obstacle, c'était on travaillait tous chacun dans notre coin à faire nos collections. Donc, je pense que ça, c'était un peu complexe. Maintenant, on apprend tous les jours. Ce qui est complexe aussi, c'est l'évolution. Les attentes du marché. Donc, en effet, il y a quelques mois, les gens étaient même anonymes. Maintenant, il faut être doxed, il faut dire qui tu es. Et moi, en tant que collectionneur, bien sûr, je ne vais plus acheter à des personnes dont je ne connais pas le background, etc. Donc, ça, c'est important. Aussi, donc, il y a quelques mois, on achetait avec des belles promesses. Maintenant, il faut montrer avant le mint et déjà apporter de la valeur, que ce soit, comme tu disais, sous forme d'éducation, sous forme de drop ou de merchandising ou de choses, même en amont. Et donc, ça demande aussi un certain budget. Et nous, comme j'ai déjà dit, c'est un projet personnel. Donc, pour l'instant, on est assez limité aussi là-dessus. Donc, c'est comment on crée de la valeur et comment on fédère avant le projet. Donc, je pense que c'est ça. Et oui, du coup, les attentes des collectionneurs. Et donc, je fais partie aussi des collectionneurs. Donc, je comprends tout à fait que les attentes soient de plus en plus fortes. Et donc, plus on va avancer, je pense moins il y aura de place pour les gens qui arrivent un petit peu de nulle part, en tous les cas qui ne sont pas ex-Facebook, ex-Google ou super artistes reconnus. Donc, je pense que nous, on arrive à un moment où encore c'est possible, mais dans quelques mois, voilà, les grandes marques arrivent aussi. Il y a déjà Adidas. Je crois que j'ai entendu parler du projet Guerlain. Enfin, voilà, il y a plein de marques qui s'y mettent.
Et donc, bien sûr, aussi, vu comme tu disais, on est en bear market, tout le flux d'argent se concentre, et c'est aussi normal, sur les projets qui, pour l'instant, ont le plus donné, ont le plus, le plus réalisé les promesses et ont le plus donné, qui paraissent les plus viables dans le futur. Donc, c'est ça qui est challengeant quand on arrive forcément sur le marché. C'est cette compétition et la limitation qu'on peut avoir. C'est super intéressant. Moi, j'ai un peu l'impression qu'on va monter en qualité, justement, parce que l'euphorie est un petit peu en train de redescendre et du coup, les projets vont devenir de plus en plus qualitatifs, ce que je trouve plutôt cool, honnêtement, de l'extérieur. Ouais. Et du coup, on se demandait aussi comment ce type de projet est vraiment féministe, parce que il y a des projets pour les femmes, mais vous, c'est pas un projet pour les femmes. Vous, c'est vraiment un projet féministe et vous l'affichez. Je veux dire, jusque dans le nom, on comprend direct que ça se présente vraiment comme un projet féministe. Comment c'est perçu dans le Web3, ça, quand vous présentez ça à des personnes du milieu? Enfin, vous avez quoi comme type de réaction? Alors, moi, déjà, je ne suis pas forcément dans les Twitter Space de Bro, de Degen. Donc, déjà, quand j'y vais, ce n'est pas forcément en tant que Angry Woman, déjà. Okay. Donc, je suis un peu incognito. Après, parce que je pense que c'est important que ce soit dans le Web 2 ou dans le Web 3, faire des connexions saines avec déjà des gens, même s'ils ne se labellent pas féministes. En tous les cas, il y a énormément de projets maintenant de femmes inclusives, LGBTQ+. En tous les cas, moi, j'ai l'impression que je baigne que là-dedans, mais dans le domaine du Web3, je pense qu'on n'est pas beaucoup. Mais en tous les cas, moi, mon feed, les gens avec qui je parle se rapprochent quand même beaucoup de mes valeurs. Et pour l'instant, les différents retours que j'ai, c'est trop bien. C'est ouais, vas-y, fonce. Et ce que j'ai remarqué dans le Web3 par rapport à tous les secteurs d'activité dans lesquels j'ai travaillé, c'est que tout le monde veut changer le monde. Donc après, c'est très utopiste et nous, on est français, donc oui, voilà, on n'est pas forcément hyper... au début, je regardais ça d'un œil un petit peu plus sceptique, mais en fait, il y a une énergie folle. Les gens, c'est vraiment des créateurs, quoi. Tout le monde a son idée, tout le monde veut apporter sa pierre à l'édifice, veut révolutionner les choses. Donc après, on verra sur le long terme ce que ça donne. Mais en tout cas, c'est des gens beaucoup plus ouverts, j'ai l'impression, que ce que j'ai pu voir jusqu'à présent. Et on arrive à connecter avec des gens qui travaillent dans tous les domaines, tous les secteurs d'activité. Et pour l'instant, sur Twitter, en tous les cas, il n'y a pas beaucoup de barrières. C'est-à-dire que rapidement, tu peux parler à telle ou telle personne et elle ne va pas te snobber, quoi. Donc ça, je trouve que c'est assez fort. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Je trouve que le Web3, en général, c'est un monde qui est beaucoup plus inclusif et les gens sont en général, assez ouverts d'esprit. Mais moi, je me pose une question et je ne sais pas si tu te l'as déjà posée, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu énormément de projets PFP de femmes qui a vraiment cartonné. Enfin, il n'y en a pas autant que les mecs. Est-ce que tu penses que, vu que pour l'instant, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui collectionnent des NFT, est-ce que tu penses qu'ils nous prennent moins au sérieux parce qu'on est des femmes? Je pense que l'approche est assez différente. Donc, à la base, vraiment, il faut voir d'où sont partis les NFT. C'était vraiment du DGen. C'était, voilà, je te claque, je ne sais pas combien de hits et je vais avoir... voilà, c'est vraiment investissement pur et YOLO, quoi. Et maintenant, ça commence à bien se construire et tu as des projets assez forts. Mais je pense qu'en effet, même World of Woman, maintenant, si tu regardes maintenant, ils étaient jusqu'à, je ne sais plus, ils sont montés jusqu'à 12 hits, je ne sais plus combien. Et puis maintenant, en ce moment, ils sont à 6, 4, je ne sais plus. Même le plus grand, ce projet est incroyable, quand même, en termes de ce qu'ils font. Il n'y a pas énormément de projets qui font ça, quoi. Donc, et même ce projet-là n'est pas du tout évalué à sa juste valeur en comparaison aux projets dont on parlait, par exemple Doodles, etc., qui sont à des sphères astronomiques. Donc, en effet, tu as eu ce boom de Women-led Project, donc je pense que c'était en janvier,
plein de women-led projects qui n'avaient pas de PFP, qui n'avaient pas fait sold out, grâce à la montée de World of Women, a fait monter tous les projets de femmes. Women Rise, tous les projets, il y a plein de projets qui sont... Et parce que je pense que justement, tous ces hommes, entre guillemets, toutes ces personnes-là se sont dit, ah, ok, projet de femmes, il n'y en a pas beaucoup, je vais me faire beaucoup d'argent. Et sauf que ça n'a pas été le cas pour beaucoup. Et donc, je pense qu'ils se sont dit, OK, Women-led Project, écoute, pour l'instant, c'est pas le good play, quoi. Donc, après, à nous de continuer à travailler et de montrer que si, je pense aussi à Boss Beauty, ils font un nombre incroyable de partnerships. Si on parle en termes de business et d'investissement, je pense que c'est super undervalued aussi. Donc, oui, il y a des très bons PFP de femmes. Mais après, en effet, ça ne fait pas tout. Quand on est investisseur, l'idée de faire de l'argent, souvent, est quand même dominant. Et donc après, j'ai envie de dire, il faut continuer les efforts, il faut éduquer et peut-être proposer plus de utilities aussi, en tous les cas, pour les collections PFP de femmes, peut-être. Ouais. Ouais, carrément. Et vous, parce que votre équipe, et il y a quand même des hommes, est-ce que c'est parce que ça a été difficile de trouver des femmes dans ces positions-là, ou est-ce que c'était juste parce que le fait d'avoir un projet avec des femmes, ça ne vous intéressait pas forcément? Comment vous vous positionnez du coup par rapport à ça? Oui, alors oui, en effet, le fameux Women-led Project, en effet, il y a des projets que d'hommes avec une femme en marketing, ils se positionnent Women-led Project, par exemple. Il y a le contraire, donc, que des femmes. Donc, moi, comme je disais, en tous les cas, au niveau de la tech, on a une femme, mais elle ne veut pas dévoiler son identité pour l'instant. Mais en effet, 2 développeurs et mon compagnon, en fait, c'est juste que on avait déjà ce skill-là, il m'appuie. Notre autre ami aussi en commun. Donc, moi, je ne suis pas du tout fermée. Au contraire, alors, au niveau de mon féminisme, je ne suis pas exclusivement que de femmes parce que je pense que la société, on bâtit avec tout le monde. Donc, voilà. Donc, je ne suis pas du tout... c'est très bien, j'adore. Aussi, donc, je viens de STEM aussi, de carrière scientifique. Donc, je suis pour plus de codeuses, pour plus de femmes dans tous les domaines possibles. Et nous, on avait déjà ce skill-là. Comme je disais, c'est assez compliqué après dans ce monde-là de trouver des gens qui partagent aussi notre message, etc. Donc, comme on avait déjà les skills, voilà, on est parti avec ce qu'on avait. Ouais, finalement, c'est pas vraiment un recrutement que vous avez fait dans le sens où tu les avais déjà effectivement avec toi. Bon, j'ai dû les convaincre quand même parce qu'en effet, comment je vais être perçue, forcément, c'est pas forcément évident. Ils sont pas forcément aussi plongés dans le féminisme que moi, mais justement, c'était hyper intéressant de leur montrer pourquoi, de leur parler de mon expérience professionnelle, voilà, qu'est-ce que je veux changer et qu'est-ce que je veux apporter. Parce que du coup, au-delà de la collection, on va dire, et de l'idée purement idéologique, j'ai pensé aussi du coup avec mon équipe, comment on peut se différencier, qu'est-ce qu'on peut apporter au Web3 et au monde, parce que c'est un domaine assez révolutionnaire aussi. Donc, j'ai voulu vraiment joindre mon expérience personnelle avec quelque chose que j'aimerais bien voir et que j'aimerais bien utiliser aussi. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée, en fait. Donc, l'idée derrière de tout ce projet-là aussi, c'est de créer une application, donc pour l'instant qui s'appelle Women at Work. Alors, comment expliquer ça? C'est un peu sur le même principe que Glassdoor. Je ne sais pas si vous connaissez Glassdoor. C'est un retour d'expérience, enfin, c'est des commentaires sur... les entreprises. Ouais, c'est un peu noter et commenter son expérience sur les différentes entreprises. Donc, on veut faire une sorte de Glassdoor, mais dans le Web3. Et surtout, on veut que nos membres puissent évaluer les entreprises dans lesquelles elles ont travaillé, mais à travers des critères bien plus adaptés que ce qui existe actuellement. Donc, comme par exemple, surtout, je pense, post-pandémique, la flexibilité au travail, les politiques RH et management, parce qu'en effet, souvent, on voit sur les websites tout un tas de values, de valeurs qui ne sont pas forcément après reflétées dans l'entreprise.
tout ce qui est congé maternité, paternité. Donc, c'est aussi bien dans on va dire, dans le côté un peu négatif que positif, mettre en valeur des entreprises qui mettent en place des choses qui facilitent la vie de tous les jours des femmes et des minorités. Et donc, ces évaluations-là, ces retours d'expérience seront anonymes pour protéger la sécurité de nos membres et sur la blockchain. Donc, à la différence des applications centralisées Web2 comme Facebook ou Google, on ne possédera pas la data. Ce sera l'utilisateur qui le possédera. Et donc, c'est un peu la révolution qu'on veut apporter. Bien sûr, il y aura tout un tas de vérifications avant de pouvoir apporter ces commentaires. On cible personne en particulier. Mais on veut ces retours d'expérience pour justement ouvrir les yeux aux entreprises et dire OK, et donner un outil, un pouvoir, un contre-pouvoir pour dire OK, maintenant certaines attitudes ne sont plus acceptées. Il faut changer la donne. Nous, le monde du travail, on le voit de telle façon et il va falloir que vous évoluez avec nous. Donc voilà, donc ça c'est un peu c'est un petit peu ce qu'on veut réaliser. C'est super intéressant. Et puis en termes d'utility, là, pour le coup, il y a un vrai sens concret au-delà de juste la représentation du féminisme. Enfin, ça devient hyper concret et effectivement, ça peut être un outil qui peut nous accompagner vraiment dans notre vie quotidienne en tant que femme, dans notre vie professionnelle. Je crois que on a beaucoup parlé. Moi, j'avais juste une dernière question à te poser et peut-être que Jessica, t'en aura une aussi. Mais je crois qu'on n'a pas parlé du floor, ou en tout cas, on n'a pas du tout parlé de prix. Est-ce qu'il y a déjà, on peut déjà avoir une idée au niveau de la collection je ne sais pas si vous avez fixé quelque chose ou Oui, si parce vous qu'il êtes y en aura les deux, c'est ça. C'est la première, la Genesis. Est-ce que les prix seront les mêmes ou ça sera moins cher La Genesis, normalement, elle est un peu plus chère parce qu'en fait, derrière, il y a une promesse d'avoir un NFT gratuit de la collection générative. Okay. Et surtout, ça va nous aider à apporter un petit peu de cash, comme je disais. Tous ces mois de travail sans rémunération, forcément, c'est aussi intéressant de montrer notre projet et peut-être déjà voir si ça marche et générer un petit peu de cash. Et donc, pour l'instant, ça dépendra encore dans 2 semaines, on verra, mais on oscille entre 0,1 hit et 0,08. Donc, ça va dépendre un petit peu aussi de combien au total, parce que pour l'instant, on en a 6, donc on va faire par batch de 6. Ça dépendra du numéro final qu'on pense faire. Alors, il n'y en aura pas plus de 20 ou 30, je pense, au total. Peut-être 10, je ne suis pas sûre encore. Par contre, la collection générative, pour l'instant, je ne peux pas dire parce que ça dépend vraiment du prix du hit à ce moment-là et de la communauté, et de des retours qu'on a aussi. On va dire, on pense le mettre à ce prix-là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce qu'en effet, il y a toujours ce problème d'accessibilité et je pense qu'aussi un des freins pourquoi les collections aujourd'hui ne fonctionnent pas, c'est que le prix est trop haut et après le prix descend forcément, donc il y a un prix à ajuster aussi, mais après je me place aussi en tant que collectionneur et en tant que créateur, c'est compliqué quand on a une ambition comme ça de créer une app, une application, etc., de mettre le prix trop bas. Donc après, il faut trouver le juste milieu. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a beaucoup de collections maintenant qui intègrent les gens, même si ces personnes-là n'ont pas des NFT, donc on peut faire partie d'une communauté. Certains projets proposent des sortes de monnaies de socialisation. Donc, si tu fais des choses pour la communauté, on va te donner un certain nombre de tokens et tu vas avoir accès aux mêmes utilities que les gens qui ont des NFT. Il faut juste que tu travailles plus, que tu donnes plus à la communauté et ça, je trouve ça génial. Donc, il faudra voir sinon on arrive à intégrer ce genre de choses pour essayer d'être plus inclusif parce que bon, il ne faut pas se leurrer. Pour l'instant, c'est les gens qui ont surtout sur Ethereum, quand même un certain pouvoir d'achat. Et ça, forcément, avec nos valeurs féministes, des fois, on se repose un peu en question. Voilà. Donc, comment on intègre le plus de monde possible donc là, voilà, le prix n'est pas encore fixé et ça dépendra de plusieurs critères. Ok, voilà, super intéressant. Moi, j'ai juste une dernière question pour l'application que vous allez potentiellement créer. Ça sera pour les détenteurs d'un NFT ou d'un token ou ça sera vraiment pour tout le monde? Ce sera pour tout le monde, mais alors ce qu'on veut faire, c'est qu'à la base, c'est vraiment créer l'application avec notre communauté, avoir le plus de retours d'expérience sur le monde du travail, sur plein de choses en fait.
Donc, la possibilité de créer avec notre communauté cette application. Après, elle sera forcément, les gens qui auront les NFT auront un membership à vie. Tant que tu as le NFT, tu auras accès. Et après, bien sûr, comme beaucoup d'applications, je pense qu'il y aura plusieurs niveaux, plusieurs choses qu'on pourra faire. Et en effet, on va donner des accès, on va dire, privilégiés aux personnes qui ont des NFT. Mais non, la plateforme, sinon, on n'ira pas loin si c'est juste les gens qui ont le NFT. Oui. Donc, le but, c'est que ce soit pour tout le monde. Mais après, bien sûr, toujours penser aux rewards, aux gens qui nous ont appuyés et continuer à générer un écosystème sain, aussi bien financier que financier. Voilà. Bah ouais, carrément. Bah écoute, franchement, c'est super intéressant. Mais nous, on a trop hâte, en tout cas, de voir l'évolution du projet, etc. Du coup, on mettra tous les liens, je pense, sous la vidéo. Donc, l'Instagram, le Twitter et le Discord n'est pas ouvert pour l'instant, on est d'accord? Non, et je vous tiendrai au courant dès qu'on l'ouvre, dès qu'on lance la collection Genesis. Comme ça, on rentre dans le Discord. Venez nous aider. Ah ouais, moi, carrément. Je pense qu'on sera un peu seul au début. En vrai, moi, j'aime trop. Je passe trop ma vie sur Discord et tout. C'est vrai? Je contribue pas mal sur des projets et tout. J'aime bien. Je trouve ça assez chouette. Bon, parfois, il y a un peu le manque de temps et tout. Et puis après, tu deviens un peu genre ou regarder et tout. Mais en vrai, j'aime bien quand c'est des projets qui m'intéressent. J'aime bien aider et tout. Donc, carrément. Et est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport je suis en train de regarder s'il y avait des choses que je voulais aborder ou pas. Ok. Un petit mot de la fin. En tout cas, effectivement, on suivra avec beaucoup d'attention ton projet. Et merci beaucoup à toi de nous avoir montré un peu l'envers du décor. L'envers du décor quand on veut monter une collection de PFP, ce qui est un projet absolument énorme. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte de l'extérieur de tout ce qu'il y a à faire et de comment ça se passe en fait de l'intérieur tout simplement. C'est clair, nous non plus, on ne savait pas au début. Et je pense qu'on n'est encore qu'au début. Donc, tout le monde dit qu'après le mint, si tu fais mint out, etc., c'est là où le vrai projet commence. Donc là, je me dis, waouh, Mais ça va être quelque chose. Vous allez devenir en fait, vous allez monter une DAO finalement au fil du temps. Parce que si vous allez distribuer des tokens et tout aux personnes qui contribuent, est-ce que c'est un peu le projet? Oui, tout à fait. Je pense que oui, on l'a mis aussi dans le website et c'est tout à fait, c'est dans l'esprit voilà, d'avoir une communauté. Après, il y a différents profils aussi de communautés. Et donc, par exemple, je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a différents moyens de le faire. Donc, en effet, la communauté aura un grand pouvoir de décision, mais à voir où on met le curseur, quoi. Ok. Carrément. Je pense que le dernier point que je voulais aborder, parce que je crois qu'il y avait une question qui était assez intéressante. Ah oui, on a déjà abordé le type de projet féministe, comment est perçu dans le Web3. Je voulais juste attirer l'attention quand même, s'il y a ce que j'ai vu. En tous les cas, il y a 2 projets que je suis. Donc, le premier, c'est Indigenous Women Fighters et le deuxième, c'est NFT Tits. Donc, les 2 sont assez politiques et tout se passait très bien. Et à quelques jours, soit juste avant leur mint ou soit pendant le mint, ont été hackés ou alors leur Twitter a été banned. Et donc ça, c'est hyper néfaste pour un projet. Quand tu crées une communauté et que cette communauté n'a plus accès au Twitter, c'est hyper compliqué après de remonter la pente. Donc je dis tout le monde est positif, etc. Oui, dans les gens que je côtoie. Après, quand même, on reste... voilà, il y a quand même ces problèmes-là. Et je pense que nous, en tant que projet féministe, on va se confronter aussi à ce type de problème-là. Il y a les hackers, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Et donc, je pense que par rapport à d'autres projets, on a cette difficulté-là aussi. Et aussi réussir à trouver peut-être des partnerships et des collaborations, ce qui est hyper important, parce que justement, on est peut-être trop radical pour certains, ils n'aiment pas le mot féministe, etc.
Donc voilà, donc Web3 super. Après, à voir comment ça évolue. On y croit très fort en tout cas. Nous, on suivra le projet avec beaucoup d'attention. Donc, ouais, merci Carloba, c'était super intéressant d'en apprendre plus sur le projet Angry Woman NFT. Nous c'est sûr qu'on va suivre ça de très près. On a ajouté les liens sous la vidéo, donc vous pouvez cliquer pour suivre Carloba, l'artiste, regarder les sites, le site internet, Twitter, etc. Et voilà, il faudra bien suivre le projet de près pour attendre la collection Genesis, donc, qui arrive bientôt. Il n'y en aura pas beaucoup, donc il faudra se dépêcher. Voilà. Et on vous dit à dans 2 semaines, de toute façon, pour un nouvel épisode avec une nouvelle invitée. On a très, très hâte de vous présenter ce prochain épisode. Et n'oubliez pas de vous abonner et de partager les vidéos. Ciao, à dans 2 semaines. Salut.